Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 83e épisode du Temps d'arrêt. Très heureux de recevoir Simon Servant de la presse canadienne et du TSLH Espoir. Simon, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Dans cet épisode, on revient sur le repêchage 2024 qui a pris fin il y a quelques jours, plus précisément sur les choix que le Canadien a fait lors de cette QV. Donc, on va y aller en détail sur quelques-uns de ces choix, d'autres qui sont un petit peu plus, on a un petit peu moins de connaissances, un petit peu moins de, 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 de- de visionnement de ces espoirs-là. Donc, on va essayer quand même de vous fournir l'analyse la plus complète de ces choix-là qui ont marqué quand même le repêchage 2024 du Canadien. Euh, Simon qui a eu l'opportunité puis de couvrir la journée du repêchage avec l'équipe du TSLH Espoir, justement dans la journée d'aujourd'hui, le 2 juillet, Mathieu sortait les chiffres. Donc, beaucoup de gens ont écouté le TSLH Espoir en live, le repêchage en live au TSLH Espoir. Donc, c'est des très beaux chiffres. Je félicite toute l'équipe qui a travaillé dur pour présenter quand même un produit de grande qualité. Si tu veux, Simon, avant de parler des choix du Canadien, on va parler quand même de l'événement qui s'est tenu à la sphère de Las Vegas. C'était une première. J'ai hâte d'entendre disons, tes commentaires là-dessus. De mon côté, j'ai trouvé que c'était des effets visuels absolument uniques, incomparables. C'était spectaculaire. J'ai trouvé ça vraiment de toute beauté, que ce soit lorsqu'on présentait un espoir, lorsqu'on rajoutait certains vidéos, certains effets visuels. Ce fut vraiment de mon côté réussi. C'est pas pratiquement, c'est dommage qu'on avait prévu à la base y aller juste une fois, là. Ouais, ben c'est ça, exact. Il y a eu des. Ben moi aussi, j'ai trouvé que c'était, tu sais, c'était magnifique comme présentation. À toutes les fois, le repêchage, par exemple, je trouve qu'il y a certains temps morts Il y a des longueurs. pourraient, ouais, qui pourraient peut-être juste être un petit peu plus, un petit peu plus d'action ou un petit peu moins de temps entre le fait de donner le chandail et ainsi de suite. Mais pour ce qui est du visuel, pour ce qui est de l'ambiance, puis de l'endroit en tant que tel, c'était vraiment bien. Puis Ouais. c'est ça, c'est un peu dommage que les directeurs généraux, les gouverneurs ont voté pour décentraliser tout ça, puis mettre ça en ligne, un peu comme la NFL. Parce que là, je sens qu'il y a des regrets, là. Ouais. J'ai traduit un texte de mon collègue Josh Clipperton euh, dimanche, ou samedi, dimanche, si je me souviens bien. Puis il disait que les directeurs généraux, ils commençaient déjà à être nostalgiques un peu. Fait que peut-être qu'il va y avoir un retour là, on a toujours justement la, au présentiel. on a toujours la possibilité de retourner à la sphère qui appartient quand même aux propriétaires des Rangers de New York, qui pourraient faire un bon petit prix à la Ligue nationale pour ramener tout ce beau monde-là dans son building. Mais ça C'est fut ça. vraiment une grande réussite, là. Ouais. On va prendre un petit peu le contexte qui a mené au premier choix du Canadien, qui était le cinquième au total. Évidemment, le premier choix, il n'y a pas eu de surprise. Du côté des Sharks, ce fut McLean Celebrini. Au rang numéro 2, les partisans des Canadiens ont commencé à stresser un petit peu. Finalement, les Blackhawks ont jeté leur dévolu sur le défenseur Artyom Levchunov. So, rang numéro 3 qu'on va s'arrêter, où il y a eu, c'était quand même, on ne s'attendait pas à ce que ce soit un choix pivot pour la future sélection du Canadien. On entendait certaines choses, principalement d'un défenseur. Plusieurs jours avant le repêchage, on parlait de Siliaev. La journée du repêchage, il y avait beaucoup de bruit autour de Ziv Bayem. On a finalement jeté notre dévolu sur Beckett Seneca. Donc, à quel point tu as été surpris de voir Seneca que oui, on s'attendait à ce qu'il sorte tôt dans le top et dans le top 10, très possiblement, mais de le voir avant Lidstrom, avant Demidov. Est-ce que vous avez été resté surpris du côté du TSLH? Ben oui, écoute, si Autant que le vous. jeune homme. Oui, ben exactement, quasiment autant, parce que si jamais vous étiez là sur le live ou si vous allez revérifier le live qui est sur YouTube, quand il annonce la sélection, vous me regarderez la face parce que j'ai les yeux qui pop. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que tu sais, Seneca, nous,
sais, je pense qu'on a aimé depuis le début de la saison Seneca. Moi, même l'année passée, je le trouvais très bon aussi. Je l'avais même classé dans ma liste préliminaire. Je pense qu'il était 21e. C'est un jeune qui a beaucoup de talent, puis qui va probablement avoir une belle carrière dans la Ligue nationale. Sauf que là, le problème, c'est que là, tu mets Seneca devant Lindstrom et Demidov. Puis ça, je suis pas convaincu. Là. Tu sais, après, Exactement. après Columbus puis le Canadien, ben là, tu sais, ils ont le choix entre un des deux. Donc, c'était des choix faciles, tant qu'à moi, d'un coup, la sélection de Seneca venait d'arriver. Tu sais, ils vont pas commencer à arriver avec du Bouillum puis du Silaev, tout ça. Ils ramassent ce qui est là, puis c'est Et, exactement ce qu'ils ont fait. et le dépisteur en chef, Martin Madden Jr., a expliqué un petit peu sa sélection en disant qu'il avait choisi Seneca pour le joueur qu'il pourrait devenir et non pour le joueur qu'il est actuellement. Donc, écoute, je pense qu'on est tous C'est un peu d'accord que, cliché. ouais, c'est ça. La Oh, logique est peut-être un petit peu discutable, surtout compte tenu des joueurs qui ont suivi, mais ce fut sa vision pour le repêchage. Seul le temps nous dira il avait raison ou il avait tort. Au quatrième rang, mais comme tu l'as dit, il y avait quand même une petite incertitude là, à propos de l'état de santé de Lidstrom. On en a parlé au podcast il y a quelques semaines. Mais ce fut quand même, le tout a été confirmé. Son état de santé probablement fort acceptable a été confirmé avec la sélection de Lidstrom par les Blue Jackets, ce qui laissait donc le champ libre pour le Canadien et tous les partisans de l'équipe espéraient qu'on jette notre dévolu vers Ivan Demidov et de manière quand même assez grandiose, Céline Dion est venue présenter le cinquième choix au total et ce fut au grand bonheur de tous la sélection, comme elle a dit, d'Ivan Demidov. Donc, exact. avant d'en parler un petit peu, le topo sur le joueur, là, finalement, il est plus grand, un petit peu plus lourd que ce qu'on pensait. Il est près de 6 pieds 1 et 195 livres, un petit peu moins. Il a réussi 60 points en 30 parties dans la MHL, 28 points en 17 en série. On sait qu'il a un talent individuel extraordinaire. Tu l'avais troisième sur ta liste. J'aimerais que tu nous parles, premièrement, des qualités, des principales qualités qu'il va amener avec lui en Amérique du Nord et qu'on devrait voir dans ses premiers flashs avec un chandail du Canadien. Ouais, ben, Ivan Demidov, c'est ce que je disais. Moi, c'est un joueur électrisant. Tu sais, il prend la rondelle, puis il met tout le monde sur les talons. Il a d'excellentes mains. Évidemment, il a une capacité à aller marquer, à transporter la rondelle, déjouer un gars, aller au filet. Une touche de marqueur. Il a une très bonne vision du jeu. Il a d'excellentes façons de ramener la rondelle à des coéquipiers. Il est capable de les impliquer. Puis c'est pas juste un gars d'attaque, c'est un gars aussi qui est impliqué dans sa zone, est capable d'être un peu physique dans. Tu sais, c'est pas, encore une fois, c'est pas de la physicalité de muscle puis de démolir des adversaires, mais c'est vraiment de barrer des bâtons, de venir chercher des rondelles le long des bandes, c'est des choses comme ça. Donc, c'est un joueur relativement complet qui possède pas mal toutes les qualités d'un joueur offensif élite avec une touche défensive. Peut-être améliorer un petit peu son patin, mais encore une fois, c'est des. Là, tu sais, si on veut couper les cheveux en quatre, là, c'est ça. C'est juste un petit peu améliorer un petit peu de OK. patin, peut-être un petit peu plus de physicalité, un petit peu en zone offensive, mais très, très mince. Moi, j'avais souligné le fait des fois qu'il coupait il sortait du coin puis il coupait un peu dans le centre de la tête basse. C'est pas quelque chose qui est dramatique, mais ça peut arriver que ça peut être dangereux dans la Ligue nationale. Mais c'est encore une fois très mineur, là. C'est des choses qui ne viendront pas, selon moi, avoir un impact sur son potentiel maximal, son impact justement avec le Canadien, à moins vraiment qu'il se fasse connecter là, puis qu'il prenne des commotions. Mais sinon, C'est je pas une m'attends à du inquiétude. 90 points, moi, dans la Ligue nationale pour des Demidov, Cer- facilement. Certains minimisaient un petit peu sur ce qu'il a fait cette année quant au fait qu'il jouait dans la Ligue junior en Russie. Est-ce que tu connais le contexte de pourquoi on ne l'a pas vu plus longtemps avec le SKA de Saint-Pétersbourg? On sait que c'est une des meilleures équipes en KHL. Est-ce qu'il y avait certaines choses dans son jeu qui faisaient en sorte qu'il n'était pas prêt pour le hockey professionnel en Russie? Qu'est-ce qui pouvait, selon toi, expliquer?
je pense que le ska, c'est juste pas dans leur mentalité vraiment d'avoir des jeunes comme ça. On l'a vu avec Mishkov aussi, Ouais. tu sais, qui niaisait vraiment dans la KHL. Il a fallu qu'il l'envoie dans la VHL. Puis ensuite de ça, il a été transféré à Sochi. La même chose avec Demidov. C'est que là, tu sais, puis je sais pas si c'est une technique du côté de la Russie d'essayer de décourager les jeunes, de traverser de l'autre côté. Tu sais, je sais pas, ça arrive souvent. On l'a vu avec Danila Yurov aussi par le passé, il y a deux Ouais, ans, c'est où il vrai. jouait 34 secondes, il jouait 48 secondes. Je- C'est, tu sais, je pense que ça contribue aussi au fait qu'il y a certains directeurs généraux qui sont peut-être un petit peu moins friands des joueurs russes, puis d'aller piger dans de ce côté-là, parce que justement, ils n'ont pas le contrôle sur le développement, puis là-bas, ils ne développent pas super bien. Fait que je pense que des middle dans la KHL, c'était pas nécessairement des qualités le problème, je pense que c'était plus la C'est le mentalité contexte, là-bas. ouais. Exactement. Parce que dans la MHL, tu sais, oui, c'est une ligue junior, mais sauf que quand tu es un joueur dominant puis tu es un joueur d'élite, tu es supposé les manger tous les jeunes là-bas dans le junior. Puis c'est ce que C'est ce Demidov qu'elle a fait. fait. Oui, Exact. absolument. On sait que par après, en entendant le directeur général Kent Hughes, c'était le joueur qu'il visait. Là, comme il l'a dit lui-même, là, il n'avait même pas pris la peine d'écrire McLean Celebrini sur sa liste. Ouais. C'était vraiment le premier choix sur sa liste. Et il y a même quelques informations comme quoi il avait essayé de s'avancer. Finalement, Demidov a glissé jusqu'à lui. Il a fait certaines tentatives aussi pour essayer de dissuader les autres directeurs généraux dans les dernières semaines de croire que le Canadien était intéressé à lui. Ouais. Finalement, je pense que beaucoup d'équipes étaient au courant que le Canadien le voyait dans sa soupe. Je ne sais pas de ton côté si tu as vu le nombre de visionnements sur ta page YouTube de tes observations sur Demidov augmenter. Même chose pour Simon Saint-Lô, mais son nom a été partout, partout, partout après sa sélection. C'était la principale recherche, je pense, sur plusieurs moteurs de recherche, le nom d'Ivan Demidov. Et je pense que beaucoup de gens sont allés chercher des visionnements justement de ce qu'ils pouvaient faire. Donc, ce que tu viens de nous décrire, les gens viennent de le voir récemment, mais ça fait longtemps qu'il fait ça. Il a fait ça toute l'année Ouais. en MHL. J'aimerais que tu nous dises, parce qu'il lui reste un an de contrat en Russie, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que tu t'attends pour la saison qui s'en vient. Donc, comme mentionné, il est encore sous contrat avec le SCA pour une dernière année. Est-ce qu'on a des chances qu'il passe la saison avec le grand club ou vont-ils le renvoyer justement ils savent que Demidov veut faire le saut dans la Ligue nationale? Ils n'ont pas de temps à perdre avec lui, ils vont le renvoyer dans la MHL ou le prêter comme ils ont fait avec Mishkov. Ou encore, est-ce qu'on pourrait voir la même chose qui s'est passée avec Matvei Mishkov? Est-ce que le Canadien pourrait y aller de neuf pour acheter les droits de Demidov pour la prochaine saison? Qu'est-ce que tu pourrais t'attendre de ce côté-là? Ben, c'est ça, c'est que là, il y a une possibilité qui s'offre aux Canadiens de peut-être justement vérifier ça. Euh, Peut-être qu'il ne va pas jouer, je pense, tu sais, je ne serais pas convaincu qu'il joue dans la KHL, mais une possibilité qu'il joue dans la VHL, PHL, ouais. qui est la ligue en dessous. MHL, c'est si le plan c'est d'aller dans de le faire jouer dans la MHL, je pense que le Canadien est mieux de sortir le portefeuille puis aussi Ouais, bien de l'amener tout de suite absolument. dans la Ligue nationale. Est-ce que Demidov, je pense qu'il est prêt à être dominant dans la Ligue nationale, peut-être pas cette année, mais je pense il pourrait bien se débrouiller dans la Ligue nationale. Ça, il pourrait avoir une belle saison d'environ une quarantaine de points, 40-45 points, là, avec, avec le talent qu'il a en ce moment, En ce puis moment, même ouais. dans la Ligue nationale, même s'il fait le saut de la KHL à la Ligue, ben, en fait, de la MHL à la Ligue nationale, je pense que Demidov serait capable d'avoir au moins 1,5 points par match là, à sa saison recrue. Si on décide de le laisser encore une autre année en Russie, puis il s'en vient, continue à prendre de la maturité, il va peut-être prendre du poids un petit peu. Il arrive au mois de mars où ben là, le SKA est quand même une bonne équipe. Fait que, tu sais, Risque de possibilité que ce soit prolonger un ça petit un peu, peu ouais. plus loin, peut-être en avril, mettons fin de la saison pour le Canadien. Viens faire un petit tour. Puis à ce moment-là, il va être prêt pour l'année prochaine. Donc je pense que ça va être un peu ça. Je pense qu'il va aller jouer dans la VHL, le meilleur des mondes dans la KHL. Sinon, ben, On c'est vise ça. 2025-2026. Exact. Le Canadien possédait un deuxième choix de première ronde
Et dans les heures qui ont suivi le repêchage, on a décidé de s'avancer, de passer du rang 26 au rang 21. On a transigé avec les Kings de Los Angeles. Finalement, l'équipe a choisi le centre canadien du style de Chicago, Michael Age, 6 pieds 1, 190 livres. On en avait parlé ensemble lors de notre dernier épisode du profil de joueur. Donc, très rapidement, là, pour rappeler un petit peu aux auditeurs, là, c'est un joueur qui est un joueur de centre qui a des qualités individuelles très élevées, mais qu'on ne voit peut-être pas assez souvent dans la circulation lourde, là. Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'il va, tu sais, il est près du filet, ça c'est correct, sauf que moi je l'ai trouvé euh, un peu mou, là, des fois par moment. Bon, en fait, c'est peut-être pas mou, mais plus un peu soft dans le sens qu'il va pas trop dans les mêlées, un peu de problèmes parfois de physique, le long des bandes, des choses comme ça. Mais côté talent, encore une fois, tu sais, si mettons, tu voulais suivre le talent de Demidov avec un choix de première ronde qui est évidemment moins talentueux que Demidov, mais qui a encore beaucoup de choses à amener, beaucoup d'habiletés à amener. Michael Age, c'est un choix qui se comprend très bien. Je pense que c'est un gars qui peut vraiment, tu sais, en se développant bien, puis en ayant, bon, il va prendre la maturité aussi physique, puis Physique, ouais. il va comprendre aussi, ben là, déjà qu'il joue en Amérique du Nord, c'est quand même bien, mais là, tranquillement, il va aller jouer dans la Ligue américaine, il va venir jouer dans la Ligue nationale. Moi, je pense que sur un middle six, mettons, deuxième ou troisième trio, je pense qu'il pourrait bien le solidifier. Il y a des gens qui disaient qu'il était un peu individuel à Chicago, puis c'est un peu normal, par exemple, parce que c'était pas C'est une ça. grande équipe. Ce sera à voir l'année prochaine, alors qu'il évoluera Ouais, pour ta formation, là, l'Université de Michigan. Donc, tu vas clairement l'avoir à l'œil. C'est un espoir du ouais. Canadien. Il joue pour ton équipe qui vont avoir une grosse saison qui les attend. Là, on risque de voir un petit peu plus si certains défauts comme ça ressortent encore. Euh, Ouais. le contexte de sa sélection était quand même très intéressant. Kent Hughes a mentionné que Age était très, très haut sur sa liste, qu'il avait pas mal plus haut que le 21. Donc, clairement que, en fait, fort possiblement, au rang 26, il n'aurait pas été disponible si le Canadien ne s'était pas avancé, là, compte tenu surtout que quelques équipes ont pris des joueurs de centre par la suite. Mais c'est les autres joueurs aussi qui ont passé proche d'être disponibles au rang du Canadien qui étaient intéressantes et qu'on se pose la question, c'est s'ils avaient été libres, est-ce qu'on aurait jeté notre dévolu sur eux? On pense à Sacha Boisvert, qui était une association logique. Trevor Conley était sélectionné deux rangs avant, là, mais peut-être qu'il y avait moins Ouais, d'associations. oui, je pense pas. Juste avant, par contre, Cole Eiserman, qui est sorti avec les Highlanders. Si Ouais, la situation avait été inverse, si Michael Lee n'avait pas été libre, ça aurait été intéressant de voir si on aurait jeté notre dévolu sur Eisenman, si on ne le saura jamais. Reste qu'on a fait quand même quelques belles découvertes de voir que les deux parents de Michael Age étaient originaires de Montréal. On le sait, malheureusement, son père est décédé. Ça a été une grosse adversité pour lui cette saison. Il s'est présenté avec un français fort surprenant. Euh, Très, très bon niveau de français. Il a mentionné que le Canadien, c'était son équipe de jeunesse, ouais. que c'est une équipe que son père aurait été très, très fier de le voir avec un chandail du Canadien. Donc, je ne sais pas pour toi, Simon, et je pense que c'est quand même euh, certains points, certains éléments qui comptent dans la balance, de voir qu'un jeune, ça représente beaucoup, non, c'est pas un Québécois, mais c'est un jeune pour qui mettre le chandail du Canadien, ça représente probablement plus que pour plusieurs Québécois parce qu'il il va vouloir rendre son père fier et c'est quelque chose de spécial quand même là, avec cette sélection-là. Ouais, ben absolument. Puis ça, des fois, c'est des choses qu'on néglige un peu par moment parce que, tu sais, on regarde le joueur en tant que tel, le talent du joueur, puis des fois, on oublie un peu le background, le côté un peu mental de tout ça. Puis Michael Age, tu sais, oui, c'est ça, justement, il a vécu de l'adversité cette année, on en avait parlé, son père est décédé. Euh, Tu sais, des fois, c'est pas évident, surtout en début de saison. Son début de saison, il était un peu ordinaire. Puis, tu sais, c'était pas évident peut-être pour lui de vraiment se lancer dans ce mood-là de hockey, d'entraînement, puis Ouais, tout ça. Puis là, à un moment donné, peut-être tu sais, il est peut-être c'est mieux arrivé quelque géré, chose. certainement. Ouais, c'est ça, il y a peut-être eu des gens qui l'ont conseillé, puis ainsi de Ouais. suite. Puis là, il a embarqué, puis je pense que le fait tu sais, qu'ils veulent mettre le chandail du Canadien,
il veut vraiment, comme tu dis, peut-être rendre hommage à son père, puis vraiment s'assurer de laisser sa marque avec l'équipe. Ben ça, c'est des choses qui sont quand même non négligeables parce que tu veux en avoir des gars comme ça. Surtout qu'on parle toujours du Canadien, tu sais, il y a beaucoup de pression, puis blablabla. Mais là, lui, il est prêt à l'accepter, il est prêt d'être là, il est prêt pour mettre le chandail. Puis, fait que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait l'aider, même plus tard, même Ouais, dans quand son il va développement. arriver près du Canadien, peut-être que là, ça va lui permettre de vraiment passer à l'autre étape. Ces deux sélections ont permis de placer le Canadien dans la gamme des équipes qui ont vraiment très, très bien réussi lors cette première ronde du repêchage. Absolument. Pour la journée du samedi, pour les rondes 2 à 7, le Canadien a commencé un petit peu en retard. On n'avait pas de choix de deuxième ronde suite à cette transaction qui nous a permis de nous avancer. En troisième ronde, le Canadien avait le choix numéro 70 et on a fait un choix très sentimental parce que plusieurs étaient contents de voir qu'Atos Koivu, le fils de Saku, fut la sélection du Canadien. Il évoluait l'an passé avec l'équipe junior du TPS en Liga en Finlande. C'est un centre de 6 pieds 1, 170 livres. Il a récolté 31 points en 28. Euh, Mis à part le fait qu'il y a quand même un bon tir du poignet, qu'il y a quelques qualités quand même assez évidentes qui lui ont permis d'être sélectionné en troisième ronde. Là, on ne l'a pas seulement choisi parce qu'il s'appelait Koivu. Je sais que ce n'était pas ton joueur favori dans ce repêchage. Dis-nous pourquoi, toi, ça n'aurait pas été nécessairement ton choix, mais fais-nous un petit portrait de Atos Koivu. Ben, tu sais, moi, Toskaivu, je l'ai regardé un peu partout, puis j'ai trouvé qu'il était. Tu sais, oui, il avait des bonnes habiletés quand même. Je trouvais qu'il avait un bon lancer, puis ou relativement bon quand même. Mais moi, tu sais, je l'ai trouvé un peu mou. J'ai trouvé qu'il ne marquait pas nécessairement des autres. Tu sais, pour une sélection de troisième tour, des fois, tu veux t'accrocher à certains éléments. Là, on dirait qu'on s'accroche vraiment juste au talent qui n'est pas si élevé que ça. En tout cas, à mon avis. Puis, tu sais, j'imagine que eux, ils ont trouvé des qualités que moi, je n'avais pas vues, là. Tu sais, je ne l'ai pas trouvé si créatif que ça avec la rondelle. Euh, je l'ai pas trouvé qu'il était un super patineur non plus. Je pense qu'il patinait bien. Tu sais, de ce que j'ai vu, moi, il a l'air bon dans pas mal d'aspects, mais pas Mais très bon. ouais, excellent dans Pas rien. super physique. Ouais, mais ça, il n'est pas super physique. Moi, j'ai eu de la misère à l'apprécier cette année. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de hype sur lui, puis je ne comprenais pas pourquoi. Puis c'est correct, là, tu sais, chacun, on a notre vision des choses. Puis là, ensuite de ça, tu sais, il arrive au U18, il n'y a absolument aucun impact. Tu sais, je sais pas. Moi, j'ai eu beaucoup de misère avec lui. Tu sais, je pense que il coche pas mal toutes les cases dans une catégorie moyenne. Mais tu sais, je trouve qu'en troisième ronde, il y aurait peut-être eu moyen d'aller chercher des joueurs qui, du côté du Des valeurs Canadien, un peu plus sûres. Là. ouais, ou des joueurs qu'on ressent quelque chose. Tu sais, Brody Zimmer qui sort tout de suite après. Ouais, exact. Tu sais, moi, ça me fait mal parce que Brody Zimmer, c'est un gars d'énergie, c'est un gars qui fonce au filet, qui est tannant, qui est relativement robuste. T'as Henry Muse qui sort quelques rangs plus tard, que oui, Ouais. c'est un défenseur soft, mais qui a un bon mouvement avec la rondelle, qui a une bonne capacité à créer de l'attaque Soutient en zone l'attaque, ouais. offensive. Donc, c'est ça, tu sais, tu sais, c'est ça. Visiblement, moi, j'ai des choses qui me manquaient pour embarquer du côté de Atos Koivu, euh, puis c'est ça. Puis il était pas super bon non plus aux Cinq Nations. Donc, bref, c'est ça. Fait que c'était pas ma Surtout sélection que, favorite. considérant que le Canadien avait deux choix de troisième ronde, on aurait peut-être pu y aller d'une valeur un petit peu plus sûre avec le premier, surtout compte tenu des joueurs que tu viens de nommer. Il faut quand même pousser la réflexion à se demander si Maxime Massé avait glissé jusqu'au Canadien, si on l'aurait choisi. Finalement, il est sorti quand même très tôt en troisième ronde, là, quelques rangs avant la Ben, sélection du ben, Canadien, écoute, pardon, mais ce fut quand même pas surprenant de le juste. voir glisser jusque-là. Puis il n'y a pas juste Massé, tu sais, John Mustard, c'en est un Mustard aussi, ouais. que j'aimais bien aussi, même Ethan Proshesin qu'on avait parlé, qui lui aussi est un petit peu plus physique. Donc, tu sais, je ne sais pas comment ça s'était déroulé, mais oui, tu sais, ça, mettons On a que la possiblement barré plusieurs sélection, noms avant de prendre c'est Koivu. ça, c'est possible. Ou Pour Nathan cette, Villeneuve même.
pour cette deuxième sélection de la troisième ronde, euh, plusieurs ont clairement sorti leur téléphone pour aller googler son nom ou ont tenté de chercher son nom dans le guide, mais ils ne s'y trouvaient pas. Ouais. Au grand désarroi de nombreux, on parle ici de Logan Sawyer, qui fut le choix du Canadien au rang 78, un attaquant de 6 pieds 1, 173 livres, qui évoluait avec les Bandits de Brooks dans la BCHL. Mhm. Brooks a évolué pour deux ligues différentes l'année dernière. Il a eu des très, très bonnes statistiques lorsque l'équipe évoluait pour les rangs juniors albertains. L'équipe a fait la transition vers la BCHL où il a quand même terminé 19 points en 20 matchs. Pour ceux qui le connaissent un petit peu moins, c'est-à-dire pas mal tout le monde, je vous suggérerais d'aller regarder le profil que notre collègue Pascal Lapointe a rédigé sur le Tout sur le hockey. Pascal a fait ses devoirs après la sélection. Il ne le connaissait pas beaucoup, donc il est allé visionner beaucoup de ses segments et il présente le joueur dans un article sur Tout sur le hockey. Donc, je vous le conseille. En gros, pour résumer un petit peu ce qui s'est dit, là, c'est pas le patineur le plus physique, parfois un manque d'implication dans son jeu. C'est un joueur quand même très créatif, habile avec la rondelle, qui tente souvent d'éculotter ses adversaires. Ça mène malheureusement souvent à des revirements aussi. Par contre, il domine en cachant très bien ses intentions, possède un bon tir des poignets, peut aussi être très intense pour gagner ses batailles. Est-ce que c'est un joueur que tu avais des visionnements dessus ou trop peu pour te prononcer, là? Malheureusement, moi, je le connaissais même pas. Je connaissais même pas son identité, là. C'est pour te montrer à quel point que Puis nous, on n'est pas des recruteurs, donc déjà, vous voyez un exemple de pourquoi on ne l'est pas, parce que moi, c'est un gars que je connaissais pas du tout. Quand ils ont annoncé sa sélection, tu sais, on n'a pas le choix de comme. C'est gratter la tête pas mal. Ouais, ben en fait, on fait juste laisser, on se dit, ben on va faire confiance aux Ouais, recruteurs du exact. Canadien parce que, mais tu sais, moi, je sais que par exemple, il y a des gars que j'ai vus qui sont sortis en arrière de lui. Carson Wetch, entre autres, qui Ouais, est un vrai tannant, lui aussi. Un autre gars robuste qui fonce au filet, qui donne de bonnes mises en échec. Même Marquez, qui lui a des talents ouais. très élevés, talent de playmaking, un Tu sais, bon shot. c'est intéressant ce que tu dis, Simon, parce que c'est un profil. Hein. Du côté de Ouais, Sawyer, rien. on recherche un joueur qui va probablement jouer qu'on espère qu'il va jouer, tu le dis, dans le milieu, dans le middle six. Mais parfois, ça peut être pertinent d'aller chercher une valeur sûre que tu dis, ben lui, il va jouer sur mon quatrième trio. C'est pas mal certain, ou voir sur une troisième ligne qui amène quelque chose de plus rugueux. Ça peut valoir la peine dans des sélections un petit peu plus hâtives, comme au deuxième, troisième round. Tu parles de Wedge, c'est pas mal ça, là. Ouais, ben c'est ça. Ben ouais, nous autres, on l'a vu beaucoup. Il a été là dans tous les événements cette année aussi pour le Canada. Je pense que si vous avez vu le U18, vous avez probablement vu un Wetch aussi qui était utilisé dans des bonnes missions, qui était dérangeant. Puis, tu sais, Marquez, moi, c'est ça, je connais pas le Sawyer, mais moi, ce que je sais, c'est que Marquez, il a beaucoup de talent aussi. Euh, tu sais, si jamais c'est au fil d'arrivée, mettons, ou dans 7-8 ans, on regarde les deux joueurs, tu sais, ça va être intéressant de comparer parce que, tu sais, Marquez, c'est pas un sure shot pour la Ligue Non. nationale, Marquez, mais le talent est très élevé quand même pour lui, là. Du côté de Sawyer, a eu d'excellentes séries éliminatoires avec Brooks. Il jouera pour Providence College dans la NCAA, donc un bon programme de hockey, seulement en 2025-2026. Un petit peu décevant de le voir qu'il ne sera pas l'année prochaine. Peu d'informations par rapport à ce qui se passe pour l'année prochaine. Risque de rester avec Brooks dans la BCHL si c'est là que l'équipe reste. Euh, Oui, il pourrait passer peut-être dans la USHL ou, USHL, ouais. tu sais, je Par sais contre, pas son nom n'est vraiment, pas là. affilié à aucune équipe pour l'instant. Ça restera à voir. Peut-être que le Canadien mettrait un petit peu de pression. Ça semble quand même un choix assez risqué avec ce deuxième choix de troisième ronde. On passe à la sélection de quatrième ronde. Au 102e rang, le Canadien a sélectionné le défenseur gaucher Owen Protz, 6 pieds 1, 213 livres, qui évoluait à Sudbury avant d'être échangé à Brentford la saison dernière. C'est un défenseur défensif. Tu l'as observé,
qu'est-ce que tu peux nous dire sur Proch qu'on n'a pas entendu? On a entendu le fait que ouais, c'est un gars qui peut s'imposer physiquement, mais autre que ça, qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? C'est pas mal ça que je Pas veux mal vous ça. dire parce que c'est pas nécessairement un joueur que moi j'ai beaucoup. Je l'ai Aimé. regardé ouais, c'est ça, je l'ai regardé dans les deux équipes parce que ça donne qu'il est quand même tombé dans des équipes qui avaient d'autres espoirs, donc à Sudbury puis à Sudbury, ouais. Brantford. Puis dans les deux cas, moi j'ai trouvé que c'était un gars qui était quand même physique, qui brassait un petit peu, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait une bonne vision avec la rondelle. J'ai pas trouvé qu'il était tant impliqué offensivement. Puis j'ai pas nécessairement trouvé non plus qu'il y avait un très bon coup de patin. En fait, peut-être un patin standard, là. Puis, tu sais, à ce gabarit-là, tu sais, à 6'1", 2'14", si tu patines comme le vent, au moins tu te dis, OK, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Mais là, tu sais, si tu es un patineur moyen, euh, en tout cas, moi, dans ce que j'ai vu, là, c'est là que peut-être que ça peut être dangereux, ça peut être difficile dans ta zone, puis si tu viens pas t'impliquer en attaque, ben là, tu sers plus ou moins à rien. Donc, tu es un stay at home, comme on appelle, là. Ben, si c'est le cas, ben tant mieux. Moi, j'ai pas vu de touche de two-way en lui, en ce défenseur-là. Puis encore une fois, c'est juste mon opinion. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont eu des meilleurs visionnements que moi, puis c'est ça, c'est bien correct. Juste que Ouais. je trouve que, encore une fois, j'ai. Il aurait pu avoir mieux. Ben, tu sais, peut-être. Je sais pas s'il aurait pu vraiment avoir mieux, mais tu sais, pour moi, mettons qu'il l'a pas tant aimé dans les visionnements que j'ai eus, qu'il m'a pas donné le goût d'aller le revoir. En fait, je regardais les équipes pour qui il a joué, mais sauf que là, à un moment donné, j'étais comme, je vais juste regarder les espoirs que je veux regarder, là. Ouais. Fait qu'à Sudbury, tu sais, il y avait Villeneuve, il y avait Walton. Du côté de Brantford, on a regardé Van Acker. Fait que, tu sais, j'ai regardé les gars qui étaient là, puis j'ai dit, ben, lui, il est comme passager dans mes visionnements. Puis quand j'ai noté des choses, c'était pas nécessairement super bon. Fait que À voir on si espère son. que c'est Ouais. ça. On espère que les Canadiens À vont voir avoir si fait son un jeu avec bon la rondelle travail. pourra se développer un petit peu au fil de ces saisons dans la OHL. Pour les 5 derniers choix, je vais les énumérer un petit peu plus rapidement, puis tu nous donneras un commentaire d'ensemble, comme ce sont des choix un petit peu plus nébuleux pour certains, là. Ouais. En 5e ronde, le Canadien avait 2 choix. Au rang numéro 130, ils ont sélectionné le gros attaquant Tyler Thorpe des Giants de Vancouver, donc un gros bonhomme là, de 19 ans, donc un overager, 6 pieds 4, 212 livres, a quand même récolté 44 points en 51 cette saison. À cause de sa taille, ça pourrait être un pari intéressant. Au 134e rang, le Canadien a sélectionné le gardien letton Mikus Vekvanags du HS Riga en Ligue lettonne. Donc, c'est un grand gardien, 6 pieds 3, quand même très frais, 160 livres. Euh, Notre collègue Mathieu Paradis aussi a effectué un profil du gardien. Il l'a observé dans les derniers jours, euh, présenter un texte pour nous présenter ses différents attributs. Mais c'est un gardien qui s'est illustré au championnat des moins de 18 ans. Là, je me souvenais avoir vu la Lettonie jouer et je trouvais leur gardien assez bon. Mais il s'agissait de Beck Van Ags. Il anticipe et attrape bien la rondelle, il est athlétique, mais parfois trop facilement débalancé. En 6e ronde, au 160e rang, le Canadien a repêché le centre-américain Ben Merrill qui provenait de San Sebastian dans le réseau des prep schools américains. 37 points en 25 matchs dans une ligue assez de moindre calibre. A joué quand même 2 matchs avec Michael Hage avec le Steel cette saison. C'est un grand bonhomme, là, 6 pieds 4, 195 livres. Il jouera dans la BCHL l'an prochain avec Penticton avant de rejoindre l'Université de Harvard en 2025-2026. En 7e ronde, on y est allé de 2 joueurs de 19 ans. Au 210e rang, mais le Russe Makar Kanin, attaquant qui évoluait en VHL la saison passée avec le Dynamo de Saint-Pétersbourg, 27 points en 38 matchs. Et finalement, au 224e rang, Rasmus Bergqvist, défenseur suédois défensif, 6 pieds 2, jouait en J20 national. Donc, quelques joueurs de 19 ans, 3 joueurs de 19 ans, un gardien, un Américain qui jouait sur les Prep School. Donc, clairement pas l'élite qui s'y retrouvait, mais je pense qu'avec Thorpe,
avec Manags, quand même des paris qui pourraient être intéressants. Est-ce que, un, tu étais déçu de prendre, qu'on voit, qu'on sélectionne un autre gardien, encore une fois? Puis qu'est-ce que tu as pensé de ces sélections, même si tu ne connaissais pas vraiment personnellement ces joueurs-là? Ouais, ben Tyler Thorpe, j'ai eu l'occasion de le regarder avec Vancouver. Il jouait Je regardais deux autres espoirs aussi de ce côté-là, OK. Colton Roberts puis Adam Tittleback. Puis lui, dans le fond, Thorpe, je m'étais pas noté rien sur lui. En fait, j'ai pas mis dans aucune liste de ma part parce que c'était pas un gars, quand je suis arrivé à faire mon Excel avec tous mes joueurs, c'était pas un gars que j'avais noté l'année passée. Donc, OK. des fois, j'embarque pas ces gars-là dans ma liste. Puis oui, je l'ai regardé un petit peu. Il semblait avoir quand même, évidemment, avec son gabarit, il a quand même une bonne touche physique. Semble être en fait, il avait l'air d'un bon patineur. Il avait l'air quand même d'un gars Pour habile. sa grandeur. Mais oui, c'est ça. Donc, tu sais, des fois, ces projets-là à 6 et 4, 2, 2, 15, 20, ça peut valoir la peine. Mettons, à ce rang-là, en cinquième ronde, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui se vaut du côté Qui du va là, ouais. Canadien, là. Je Ouais. pense que c'est correct d'avoir une sélection comme ça. Euh, Puis le gardien, évidemment, le Canadien, je ne comprends pas pourquoi il s'entête toujours à sélectionner des gardiens à tous les repêchages. Euh, Tu sais, à un moment donné, si tu veux avoir si tu veux avoir un sure shot devant le filet, ben prends-en un qui est dans les hauts là, en première ronde, en deuxième ronde. Tu sais, il y en C'est a ce qu'on a des fait bons. avec Fowler l'année passée aussi, donc je Ben, voyais pas vraiment l'utilité de la chose, mais bon. tu sais, Fowler là, tu sais, dans tous les gardiens qu'ils ont, Fowler, c'est celui dont on voit le meilleur potentiel. C'est un gardien que la plupart d'entre nous, on avait en deuxième ronde. Il y en a même qui l'avaient en première ronde. Je pense que Matt, il l'avait en première ronde. Tu sais, c'est un gars que on se dit, il a le prototype parfait pour être un gardien numéro un dans la Ligue Ouais. nationale. Fait que les autres, après, qui suivent, là, les 14 gardiens qui sont sélectionnés après, tu sais, à un moment donné, combien de gardiens ça va prendre pour que le Canadien soit satisfait à tous les repêchages? Tu sais, c'est pas normal, là. Surtout qu'on regarde les joueurs qui sont sortis par après, il y en a quand même Ben, plusieurs d'intéressants. Là. Owen Allard, Sébastien Cioni, Noah ben, tu sais, Powell, Luke Missa et évidemment Justin Poirier qui est sorti très très tard. Les gens l'attendaient, il a glissé. Oui, le Canadien avait beaucoup de petits joueurs, mais en fin de cinquième ronde comme ça aurait pu être très intéressant d'aller chercher un joueur d'ici qui a vraiment un produit là, dans la GMQ. ouais, puis tu sais, au pire, c'est ça. Tu sais, si tu veux avoir un peu d'énergie, un gars comme Clark Caswell aussi. Tu sais, juste parce que on dirait que c'est comme un mandat, là. Ils sont obligés d'aller chercher un gardien à chaque année, comme ils sont Ouais. obligés d'aller chercher un Russe overager à toutes les années. Tu sais, c'est Il y a un un défenseur européen à la c'est- Petteri Nurmi. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je sais pas, tu sais, moi, tant qu'à moi, euh, tu sais, je dis pas que c'est des choix gaspillés, mais tu sais, si tu veux pas les faire, ces sélections-là, ben échange-les, puis On peut sélectionne l'année s'avancer, prochaine, tu ouais, sais, l'année ou d'après, s'avancer de avance-toi, quelques ou rangs. Ouais, tu sais, absolument. je sais pas. Je dis pas qu'ils veulent pas les faire, les sélections, mais je dis, je sais pas à quel point, tu sais, c'est-tu si risqué de prendre un choix de, justement, là, tu sais, un choix de sixième, cinquième ronde sur Justin Poirier au lieu de prendre un Le gardien. gardien laiton. Absolument. Puis, encore une fois, moi, je l'ai même pas vu, là. J'ai pas porté attention à ce gars-là. Fait que, puis peut-être que je l'ai vu, puis j'ai pas noté rien, mais, tu sais, je sais pas à quel point il faut toujours avoir un gardien du côté du Canadien. Tu sais, c'est rendu un running gag, là, puis même avec Je pense l'overager que russe, tu sais, c'est la même chose. l'angle des gardiens peut être intéressant, puis c'est Mathieu qui a apporté le point dans son texte. On va chercher un Européen où on garde leurs droits un petit peu plus longtemps. Ils se développent de manière un petit peu différente en Europe. Et on Ouais. sait que les gardiens se développent un petit peu plus tard. C'est des sélections à la Emmett Croteau que là, on se dit, bah, ça ne vaut peut-être pas la peine. Mais dans le contexte où on en avait déjà pas mal, en plus avec Yevgeny Golovkin l'année passée, ça en fait beaucoup. La nécessité n'était peut-être pas là, là. Surtout que Golovkin, apparemment, qui est aussi bon que Fowler, en plus, Ouais. côté russe. Moi, je l'ai vu aussi cette année pendant les séries, puis
Tu sais, il était bon, là. Moi, je pense que Fowler, il est pas mal supérieur, mais ça, c'est juste de mon œil. Mais là, c'est parce que là, je me souviens, moi, Frédéric Descaux, là, c'était un Ouais. Danois, tu sais, lui, lui aussi, il était supposé se développer de façon incroyable, puis finalement, ils l'ont tassé après 2 ans, là. Tu sais, Ouais. euh, je comprends le principe d'aller chercher un Européen pour garder le contrôle, puis ça, c'est parfait, mais c'est juste que là, t'en as 8 gardiens déjà, là. T'en as Ça fait repêché genre beaucoup, ouais. 6 dans les 3 dernières années. À un moment donné, puis là, tu en as dans ta formation. Tu as Primo qui est là aussi, qui va être appelé peut-être à jouer. Puis encore une fois, je ne dis pas que Primo, c'est un gardien numéro un, mais là, c'est que Primo, si c'est ton deuxième gardien, puis Montembeault, c'est ton premier, jusqu'à temps que la fenêtre s'ouvre un petit peu. Ben là, parce que si tu veux gagner la Coupe Stanley, si t'es le Canadien, puis que ta fenêtre s'ouvre dans 2, 3, 4 ans, moi, je pense pas qu'ils peuvent gagner la Coupe Stanley avec Montembeault puis Primo devant le filet. Donc, va falloir que tu ailles chercher un vétéran, peut-être un gardien qui va arriver sur le marché des joueurs autonomes, qui va venir te demander un 7, 8, 9 millions. Puis là, à ce moment-là, c'est avec lui que tu vas partir pour ta fenêtre pendant Ouais. 4 ou 5 ans, 6 ans, 8 ans. Fait que je sais pas, tu sais, encore une fois, où tu insères ces gardiens-là. Tu sais, si, mettons, là, je lance n'importe quoi, mais tu sais, mettons, Connor Hellebuck est disponible, tu le prends, puis ensuite de ça, tu as Fowler comme backup dans 3, 4 ans, mettons. Puis là, on part du côté du Canadien avec ça pendant 6, 7 ans, avec le noyau. Ben, Golovkin, il ne pourra pas rentrer, Ça bloque le beaucoup letton. de Et potentiel. Ouais. exactement, il n'y a personne qui va pouvoir rentrer là-dedans, là. Fait que c'est pour ça que je ne sais pas à quel point c'est Ouais. si important d'avoir ces gardiens-là. Quelques, quelques paris risqués dans cette journée du samedi qui peuvent valoir la peine. Euh, Quelques déceptions aussi par rapport à certains choix. Donc, je pense qu'en Ouais, en somme, c'est difficile de ne pas être satisfait quand on pense à la journée du vendredi et du samedi. Reste que les rondes 2 à 7, euh, on, ça sera, c'est toujours, encore une fois, c'est sur le coup, on peut se prononcer. On verra dans quelques années, mais c'est sur ça. le coup, je pense qu'on a pu être un petit peu déçu de certaines sélections. Mais comme tu as dit, dans le cas de quelques choix, là, comme Sawyer, justement, on va laisser la chance aux coureurs et je pense que l'équipe de recrutement du Canadien a définitivement fait son travail. Donc voilà pour les 10 choix du Canadien cette année. En somme, ça met quand même le Canadien dans un tiers intéressant parmi les équipes qui ont repêché. Euh, Probablement pas au sommet, mais pas trop loin. Puis voyons si on va conclure l'épisode en regardant justement les équipes qui ont le mieux fait. Je vais énumérer quelques équipes. Simon, puis tu me diras peut-être tes coups de cœur, là. Premièrement, du côté des Sharks, on est sorti de la première ronde avec Celebrini et Dickinson. On a pris en deuxième ronde Igor Chernyshov et Léo Salin-Wallenius. Les Flames, on a jeté un dévolu sur Parek, Gredin en première ronde. Par la suite, des Bacha, Bataglia, Henry Muse, Misa, Chicago, 3 choix de première ronde, Nevchinov, Boisvert, Van Acker. On a rajouté Mustard en troisième ronde. Minnesota ont bien fait aussi en prenant Bayum, Richie et Aaron Kiviyariou qui s'est rendu au 122e rang, qui était clairement le meilleur joueur à ce rang-là. Donc, pour toi, quelles sont les équipes qui ont le mieux fait? Ça peut être une autre équipe aussi que celle que j'ai énumérée, qui ont gagné ce repêchage 2024 selon toi. Ouais, ben moi, quand je suis allé dans le podcast de la relève, j'ai énuméré les Sharks. Je trouve que les Sharks sont allés chercher des. Dans le fond, les joueurs, à part Celebrini, évidemment, c'est le premier choix, là, mais les joueurs qui leur tombaient sur les jambes, C'était les les meilleurs. Dickinson, les Chernyshov, Salim Valenius, même Carson Wentz dont on a parlé Ouais. tantôt, puis même je rentrerais Colton Roberts aussi à 131, je dirais, ils les ont ramassés. Fait qu'ils se Tous sont des gars dit, qui auraient eux pu autres, sortir plus tôt aussi, là. ouais, mettons, t'aurais pu, tu sais, peut-être pas, tu sais, dans le cas de Dickinson, je pense qu'il aurait pu Quelques rangs. Ouais. sortir un peu plus tôt. Chernyshov, assurément, dans la vingtaine, tant qu'à moi. Saline Valenius aurait pu sortir au moins une dizaine de rangs plus tôt. Même Carson Wetch aussi. Aussi, ouais. Fait que, tu sais, c'est tous des gars, eux autres, qui ont regardé leur. Je sais pas si leur liste était vraiment. Tous ces gars-là étaient dans les listes assez haut. Peut-être moins pour Colton Roberts, mais pour les autres, peut-être que c'était des gars qui étaient un petit peu plus hauts. Puis ben finalement,
tout s'est bien déroulé pour eux. Fait, moi, j'ai bien aimé leur repêchage, tant qu'à moi. C'est sûr, tu pars avec Celebrini, donc ça paraît bien. Ensuite de ça, moi, j'avais parlé des Flames aussi. Ouais, Parce que les Flames, je absolument. trouve ils ont vraiment visé le talent pur. Ils Ils ont sont allés large là, visé les jusqu'aux sélections de clôtures. Missa. Là. Exact. On a décidé d'aller du côté du talent naturel, puis Ouais. on a décidé de viser les clôtures. Puis pour une équipe qui a eu un creux de vague cette année, ben en fait, depuis l'échange de Matthew Tkachuk, euh, tu sais, Zane Perek, c'est beaucoup de talent, du gros talent, beaucoup de plafond offensif. Matvei Gridin, même chose. Bacha, même chose. Muse, comme on parlait tantôt pour un Ouais. défenseur qui sort en troisième ronde, qui a une qualité offensive. Missa en Misa, cinquième beaucoup de ronde. talent, ben exactement, fin de cinquième ronde. Puis Battaglia, c'est un bon joueur. Moi, je l'aime beaucoup, Battaglia. C'est un joueur un petit peu plus. Il a quand même une touche de marqueur, il est capable d'alimenter ses coéquipiers, capable de protéger la rondelle. Donc, un petit peu plus style rugueux, un petit peu plus style, je ne veux pas dire mine parce qu'il ne frappe pas si fort que ça, mais plus d'accent. Puis Zaroubine, je sais que Matt, il l'aimait beaucoup. Marty du podcast de la Relève aussi, c'était deux des admirateurs de Zaroubine. Donc, les Flames sont allés le chercher en troisième ronde. Donc, je pense ils ont fait un très bon coup dans l'ensemble pour cette équipe-là. Fait que c'est vraiment les deux équipes, moi, qui m'ont tapé dans l'œil là, pendant que je regardais le Ouais. repêchage. Là, tout de suite, ces gars-là, ces équipes-là, j'étais comme ah, ça va bien, des bons choix d'un côté à l'autre. Puis, fait qu'on va, et comme tu dis, puis on le dit tout le temps, on va voir dans 5 7 ans qu'est-ce qui va arriver avec ces choix-là. Mais à En date première vue, d'aujourd'hui, ouais, ça serait c'est ça. ça, c'est intéressant. Puis qui vit à Rio qui sort 122. Tu sais, si vous avez vu la vidéo qui Absolument. dit à Bill Guérin qu'il vient de faire le Le vol vol. du repêchage, Ouais. ben tu sais, c'est possible là, parce C'est une belle que qui vit à confiance, là, ouais, Rio, absolument. Pour ce rang-là, c'est une très bonne ben, sélection. Là. tu sais, qui vit à Rio, là, côté transition, côté relance, côté offensif, il a assurément les atouts pour faire quelque chose. Définitivement, ouais. Après, s'il améliore son jeu défensif, s'il améliore un peu son patin en général, ben, tu sais, pas nécessairement qu'il patine pas bien, mais juste tu sais, pour vraiment s'impliquer encore Ouais. plus, je pense que tu sais, là, après, c'est du travail, puis c'est normal qu'il ait glissé. Puis en plus de ça, qu'il s'était blessé, donc on ne l'a pas vu beaucoup. Au U18, il n'y a pas eu un bon tournoi. Ça Euh, pourrait, comme il l'a dit, être c'est ça. le vol du repêchage, absolument. Exact. C'est ce qui met fin, Simon, à la saison 2024-2025, 2023, pardon, 2024 des espoirs. Donc, ça s'est terminé avec cette analyse des choix du Canadien. Déjà, une petite porte entrouverte pour la prochaine saison 2024-2025. Beaucoup d'espoirs très intéressants. Là, on a qu'à penser à James Higgins, Porter Martone, Roger McQueen, Michael Missa aussi. Donc, ta saison risque de commencer avec le Linka Gretzky, peut-être dans ces eaux-là, fin août. Ça va donner une petite pause quand même de scouting. Oui. Bien mérité à toute l'équipe du TSLH Espoir. Terminant, une petite ouverture pour la saison 2000, la saison prochaine qui s'en vient, euh, que tu t'attends un petit peu en gros. Là. Ben moi, je pense que c'est un. Encore une fois, on dit ça toutes les années, on dirait, mais je pense que c'est un meilleur repêchage 2025 que 2024. Je pense qu'il y a un peu plus de talents qui sont capables de faire la différence. Je pense qu'il y a plus de joueurs d'impact, plus de joueurs d'élite. La profondeur, je trouve qu'elle n'est pas mauvaise pour l'instant dans les joueurs que j'ai. Moi, Ouais, du côté des. Je pense que j'ai 85 noms environ quand même, déjà. pour 2024-2020, ouais, 2024-2025. Donc, tu sais, j'aime ce que je vois pour l'instant. Quand même quelques gros gabarits aussi après Higgins. Ben, en fait, des gros gabarits, des gars qui sont quand même grands pour leur âge, qui vont continuer à grandir, à Hansler. grossir. Hansler, c'est ça, qui est déjà le défenseur qui fait saliver un peu tout le monde. Donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup de talent qui s'en vient. Ça va être intéressant de Ouais. voir ça. Et puis, On les un garde à repêchage l'œil. un peu Ouais. plus peut-être le top 15 un petit peu plus wild en fait de ligue. Il y a un peu il y a le Pêle-mêle programme, un peu, ouais. il y a la Ligue d'Ontario, la Ligue de l'Ouest, il y a la Ligue de hockey junior majeur, ben, en fait junior maritime, de la Ouais. Suède. Donc bref, c'est oui, Ce sera j'ai hâte. intéressant, définitivement.
Donc voilà, on espère que ça vous a éclairé pour les choix du Canadien. Certains seront définitivement des vedettes éventuellement avec le Canadien, d'autres qui pourraient potentiellement surprendre et d'autres qui tomberont dans l'oubli plus tôt que tard. C'est la beauté du repêchage. Je te remercie beaucoup, Simon, de t'être prêté au jeu très pertinent, toujours je peux toujours compter sur toi pour une bonne analyse. J'apprécie, les auditeurs du temps d'arrêt apprécient. Puis encore une fois, un gros merci, une très, très belle saison de scouting que tu viens de nous donner là. Ouais, merci. Faites de mon mieux. Donc, on se Ça dira compte l'année tellement. prochaine pour ça. Alors, merci à tous d'avoir été présents. Puis on se dit à un prochain épisode du temps d'arrêt.